Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La vie d'aide handicap. Le podcast qui met en lumière un sujet essentiel mais souvent méconnu. Le rôle des proches aidants familiaux et la question du handicap dans nos entreprises et dans nos vies. Vous êtes un aidant familial et vous vous sentez seul face à tous ces défis et vous êtes en quête de conseils pour mieux vivre votre rôle au quotidien. Ou bien vous êtes un professionnel souhaitant mieux comprendre les enjeux d'inclusion en entreprise, alors ce podcast est fait pour vous. Au travers de ce podcast, je vous partage mon expérience et je vous invite à réfléchir et explorer avec moi comment sensibiliser les entreprises à l'importance de l'inclusion et comment nous pouvons construire un monde où chacun trouve sa place. Parce qu'un changement positif commence toujours par une prise de conscience. Alors est-ce que vous êtes prêts à rejoindre ce mouvement? Suivez-moi. Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième épisode du podcast La vie d'aide handicap. Alors à l'occasion de ce deuxième épisode, moi ce que je voulais faire c'était vous parler vraiment, évoquer toutes les émotions que peuvent traverser un aidant en fait. Un aidant, ce rôle qu'on ne choisit pas, qui nous tombe dessus, parfois de façon brutale, parfois de façon très insidieuse. Et ce rôle-là, quand il vous tombe dessus, il vient vous prendre toute la place dans votre vie. Le rôle d'aidant, c'est la personne qui va gérer, qui va veiller, qui va assister, qui va donner à une personne proche et qui sera en perte d'autonomie. Proche, ce qui veut dire que quand on s'occupe d'un proche, on est aidant, mais aussi on est avant tout un aimant, quelqu'un qui aime son proche. Et souvent ce rôle-là, il est exercé par devoir, culpabilité, par amour, beaucoup. Mais c'est un rôle que quand il nous tombe dessus, quand on prend conscience qu'il nous tombe dessus, il y a tout un tas d'émotions qui nous assaillent. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui au travers de ce podcast, les différentes émotions qui m'ont traversée pendant et que j'ai occupé son rôle et que j'occupe toujours. Le mot aidant est tellement petit, il est tellement petit, aidant, mais en même temps, il ne va pas raconter toute la fatigue, toute la détresse qu'on peut accumuler, qu'on accumule, la tristesse, le désarroi, la peur de l'inconnu qui peut nous traverser. Alors ce podcast-là, je vous propose de l'écouter si vous êtes un aidant, pour voilà, déposer vos valises et prendre le temps d'écouter. J'espère mon expérience vous aidera à poser des mots peut-être. D'ailleurs, je mettrai à la fin en complément de ce podcast-là, un exercice qui vous permettra de mieux nommer et accueillir vos émotions en tant qu'aidant. En tout cas, j'espère que cet épisode vous apportera un peu de bienveillance, une pause. Alors, qu'est-ce qu'une émotion déjà? C'est une énergie qui vous traverse le corps. C'est une énergie, c'est physiologique. Ça vient vous traverser le corps. Ça ne vient jamais par hasard. Pourquoi? Parce que cette émotion vient, vous indiquer, vous alerter, qu'un besoin essentiel en vous, n'a pas été, respecté, n'a pas été comblé et que chaque émotion que vous allez, connaître, traverser, va vous raconter une histoire sur vous, va vous donner une alerte, une information à votre sujet. Et en fait, nous sommes des êtres émotionnels, donc nous traversons, constamment, tout le temps, des émotions, chaque jour, chaque heure. Hem, on vit des émotions. Il y a tout un panel d'émotions, de vocabulaire émotionnel qui existe, que je ne vais pas vous évoquer ici. Mais en tout cas, on vit chaque jour un tas d'émotions qui viennent nous indiquer qu'un besoin n'a pas été comblé ou justement a été comblé, notamment par la joie, pardon. Et je vais vous évoquer ici les 4, 5 émotions que j'ai le plus
heu, vécu, dans mon rôle d'aidant. En fait, le tout premier la toute première re émotion que j'ai ressentie, alors ressentie, oui et non, parce que c'est pas forcément une émotion qu'on ressent, c'est un état, c'est un sentiment constant, c'est le déni. Moi, le déni, il est venu tout de suite. À la seconde même où on m'alertait, à la seconde même où on m'alertait en fait, que ma fille, il y avait quelque chose qui allait pas. C'est vraiment le déni, c'est, l'état qui m'a le plus, accompagnée, pendant des années parce que tout simplement je refusais, heu, de voir ce qui se passait. Je voulais pas voir que ma fille n'était pas comme les autres. Je voulais pas voir que moi j'étais une maman pas comme les autres parce que, ma fille n'était par conséquent pas ordinaire. Le déni, c'est quoi? C'est un mécanisme de défense en fait, tout simplement qui est naturel et qui est normal et en fait qui va nous protéger d'une réalité qui est beaucoup trop lourde, beaucoup trop violente et beaucoup trop brutale et ce qui se passe, c'est qu'avec le déni, c'est en gros, le déni, c'est quoi? C'est diriger toutes nos actions et toutes nos pensées. On met toute notre énergie pour bien garder au chaud l'état initial, avant le changement. Voilà, je ne sais pas si ça peut être clair pour vous, mais en tout cas, je m'efforçais de toutes mes forces, de toute mon énergie, de toutes mes pensées, de toute ma cognition, de toutes mes actions, de tous mes comportements, de me dire que ça n'existait pas. Ma fille, elle est très bien, ma fille, elle a rattrapé son retard. Les enseignants, m'alertaient, le corps médical, oui, pouvait m'alerter, mais j'étais dans le déni. Ma fille allait rattraper son retard, il y avait aucun le déni m'a protégée pendant entre guillemets «pendant des années», hein, mais il m'a, protégée telle une couverture douce, cotonneuse. C'est vraiment une petite voix intérieure qui va vous dire: «Mais non, ça va aller, c'est rien, t'inquiète, c'est juste temporaire, il y a pas de problème» et moi, dans mon cas, ça a été vraiment: «Mais non, Clarisse, c'est rien, c'est juste du retard qu'elle a. Les enseignants, voilà, ils respectent pas son rythme. Elle va rattraper son retard, il y a aucun problème». Ou alors tout comme, vous savez, des enfants qui aident leurs parents qui ont des maladies neurodégénératives et qui, au démarrage, pensent que justement tout ce qui est perte de mémoire, tout ce qui est désorientation est passager. Ça va revenir à la normale, en fait. On passe tous, par, un épisode, de déni qui est, une réaction de protection car, vraiment le cerveau va tout faire pour nous éviter d'affronter une telle violence, en fait, une telle brutalité. On va minimiser, en fait, on minimise les choses. C'est rien, c'est pas grave. Ça va passer, c'est temporaire. On refuse de voir la réalité en face et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, ce n'est pas de l'égoïsme ou de l'inconscience, c'est un mécanisme humain. Le cerveau va se protéger de la brutalité, de l'information. Moi, le déni, je vous le dis, il m'a bercée. Ça a été une douce berceuse, hein, moi, le déni, ça a été une douce berceuse pendant des années, des années, des années. Si bien que, ma fille donc, autiste, hem, en fait, si bien qu'à un moment donné, ma fille avait 8 ans, elle était dans un Ulysse, dans une CLIS à l'époque et en fait, elle avait tellement de difficultés que même la CLIS, l'Ulysse en elle-même, n'était pas adaptée à elle, en fait. C'est-à-dire qu'elle était encore, l'Ulysse, la CLIS qu'on demandait était encore bien trop élevée pour elle et même avec ça, je me disais: «C'est rien, elle rattrapera son retard». À un moment donné, il y a le caillou qui va sortir de l'engrenage et tout va dérouler, en fait. J'étais dans un tel déni, mais extrêmement fort, que vraiment, Heu, je me berçais dedans. Sauf qu'à un moment donné, en fait, le déni, il a sa place un temps, en fait. Il a sa place un temps, parce que la réalité vous rattrape. Le déni ne peut pas ne continue pas toute la vie, c'est pas possible. À un moment donné, il y a une telle réalité qui fait que, par exemple, mon environnement m'a dit que donc l'environnement scolaire, l'environnement médical, l'environnement m'a indiqué très, très fortement que même dans un environnement adapté pour elle, ça marchait pas. C'est-à-dire qu'elle même malgré tout, ça n'allait pas pour elle, c'était pas suffisant et en voyant que même l'environnement qui s'adaptait à elle, ça n'était pas suffisant, en tout cas dans l'éducation nationale,
dans une école ordinaire, mais une classe spécialisée, bah, là, on commence vraiment sérieusement à sortir du déni. Parce qu'on se rend compte vraiment, je me rends compte, en tout cas, je prends conscience plutôt qu'il y a un réel problème. Et justement, après le déni, va venir la, après le déni va venir la colère. La colère, c'est quoi, en fait? C'est qu'à un moment donné, le déni est tellement plus, envisageable que, la colère va s'installer, en fait. En fait, la colère, c'est quoi? La colère, elle vient vous indiquer qu'une limite, a été dépassée, qu'il y a une injustice, qu'il y a des valeurs bafouées. Hem et cette colère-là, en fait, quand j'ai été en colère, c'est pas une colère que je pouvais, exprimer dans le sens elle était tellement intense au fond de moi que je ne pouvais pas casser. Je pouvais pas, elle était tellement forte, mais en même temps tellement sourde parce que je pouvais pas me permettre de me lever le matin et de tout casser, c'était pas possible. Je pouvais pas me permettre, d'hurler, en fait. Je pouvais pas, c'était pas socialement convenable, vous voyez? Donc du coup, cette colère-là, elle a été extrêmement sourde, elle était tellement, lourde, sur les épaules. C'est-à-dire que je me levais le matin, j'avais déjà une colère, mais horrible contre tout, heu, contre, contre la société, par rapport à cette errance médicale qui a duré 8 ans. Et pendant cette errance médicale, qui dit errance médicale pendant 8 ans, et donc c'est-à-dire que errance médicale, donc déni. C'est-à-dire que moi, tant qu'on pose pas des mots clairs, simples, concrets, votre fille a le trouble du spectre autistique ou votre fille est autiste, ça vous laisse tout le temps, en tout cas moi, ça m'a laissé tout ce temps à encore rester dans ma couverture douce du déni. Si bien que, vous savez, c'est typique enfin c'est typique, ça peut être, classique, en tout cas c'est courant chez les autistes, que les autistes en fait, sont, épileptiques. Et la première crise que ma fille a fait, elle avait, 7-8 ans, et donc le neurologue, qui la voit nous dit, «Bah écoutez, honnêtement il y a quelque chose à creuser» entre guillemets. Là votre fille elle a fait une crise d'épilepsie, si ça se trouve en fait, elle fait plein de mini crises. Heu, En gros ces crises d'épilepsie là, qu'elle a fait là, pourrait expliquer en fait le fait que neurologiquement, elle fait plein de mini crises et ça l'empêche en fait, d'apprendre correctement. Et quand il m'a dit ça, ce médecin-là, je peux vous dire qu'il m'a ouvert une telle porte pour que je retourne dans le déni, encore une fois, et je me suis accrochée à ça. Je me suis dit: «Mais si ça se trouve, mais c'est fou, elle aura un traitement, ça va soigner l'épilepsie et elle te reviendra comme avant». Enfin pas comme avant, elle va rattraper son retard du jour au lendemain et elle aura un niveau d'enfant de 8 ans normal. Et voilà, pour vous dire à quel point, en fait, justement, cette errance médicale vraiment ne m'a pas, heu, on n'est pas aidé, on n'est pas aidé à avoir des informations tout de suite, à avoir une prise en charge claire et fluide. Et donc du coup, ce qui fait que justement, ces 7-8 ans, d'errance médicale, m'ont, forcée quelque part, contre mon gré à rester dans le déni, parce qu'on ne savait pas concrètement ce qu'elle avait. Et donc du coup, comme je vous le disais, une fois que le déni, à un moment donné, on peut plus, nier, grand-chose, bah, il y a la colère qui va s'installer, en fait. Hem, j'étais en colère contre l'environnement de ma fille, tout l'environnement. J'étais en colère contre les enseignants, qui savaient pas, parler, qui ne savent pas, échanger, interagir avec des parents, qui sont en souffrance parce que leur enfant est en situation de handicap. Attention, hein, c'était un mot que je refusais d'entendre à cette époque-là. Mais, ce sont j'étais en colère contre cet enseigne ce corps enseignant qui ne savait pas communiquer. En revanche, je ne suis plus du tout en colère contre ces personnes-là parce que, tout simplement, ce sont des personnes qui ne sont absolument pas formées, des enseignants qui doivent, s'occuper de 30 élèves, hem et qui ne sont pas formés déjà pour s'occuper de personnes qui ont de grosses difficultés et un gros retard. Donc je ne leur en veux plus, mais cette colère-là, elle a été réellement présente. Hem, Elle a été présente aussi, contre le corps médical, qui, nous a pas forcément bien traités, qui sont absolument pas psychologues du tout. Hem, j'ai été en colère contre les autres parents,
qui me racontaient, les exploits de leur enfant du même âge que ma fille. J'étais en colère contre moi, j'étais en colère contre moi d'être en colère contre moi, en fait. J'étais en colère contre ma fille de porter qu'elle porte ce handicap-là, et c'est tout à fait normal et le fait d'être en colère contre la personne, qui vous met dans ce rôle-là, d'aidant dévoué, heu, il est tout à fait normal de ressentir de la colère contre cette personne-là parce que c'est cette personne-là, qui vous a mis dans cet état-là et en fait, heu, la colère, comme je vous le disais, vient vous dire qu'une valeur a été bafouée, qu'il y a une injustice et en fait, c'est typiquement quelqu'un qui rentre dans votre vie, un médecin ou qui va rentrer dans votre vie et à chaque fois, à chaque rendez-vous que vous avez, orthophoniste, neurologue, CAMS, CMPP, tout ce que vous voulez, à chaque rendez-vous, un médecin venait m'informer qu'il y avait encore des problèmes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et que du coup, il venait encore, lui, rentrer dans ma vie en me disant: «Votre fille, ça va pas. Votre fille, il y a ça qui va pas. Voilà le diagnostic, entre guillemets. Voilà ce qu'on a repéré, voilà». Et donc, cette personne-là venait clairement dépasser mes limites, venait clairement dépasser mes valeurs de maman, ordinaire, dont la vie, mère-enfant est fluide. Chaque rendez-vous, chaque évaluation, chaque test était une épreuve de colère pour moi parce que le médecin venait, il me donnait une conclusion à la fin que je refusais d'entendre. Je disais: «Mais toi, tu viens, tu rentres dans ma vie et tu me dis que ma fille, elle est pas normale. Dégage avec ça, j'en veux pas de ton truc, tu comprends? J'en veux pas». Et voyez, voilà comment la colère, elle arrive, comment on montre que justement les limites sont dépassées. Et après vous avoir parlé du déni de la colère, j'aimerais faire, un petit aparté sur, la confiance en soi. La confiance en soi et notamment, dans la vie professionnelle, ce qu'elle a pu générer chez moi. C'est quoi la confiance par définition? C'est la croyance que l'on a à la capacité de faire ou d'agir, de produire quelque chose. Et la confiance en soi, c'est croire qu'on est capable de, qu'on est capable d'agir, qu'on est capable de créer et qu'on est capable de produire, en fait. Et quand j'ai eu ma fille, j'avais 25 ans, 26 ans, ce qui est relativement jeune. Et déjà, j'avais pas une confiance super folle en moi, d'accord? Ce qui se passe et je suis sûre que si vous êtes maman, vous allez me comprendre. En fait, quand on devient maman et d'ailleurs c'est ce qu'on dit, hein, tout le temps, voilà, quand on devient maman, on est révélé, heu, on se sent être une autre personne. Notre enfant, en fait, nous révèle, en fait, révèle quelque chose en nous de fort, de magnifique, de merveilleux, parce que nous, en tant que femmes, on a justement cette reproduction originelle, qui fait que moi, en fait, quand j'ai créé ma fille, quand je l'ai, conçue et j'ai, conçu, fabriqué un bébé défaillant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Hem, Ce pourquoi je suis originellement sur terre, eh ben, j'ai fabriqué un bébé, un enfant qui n'était pas comme les autres, en fait. Et donc du coup, si si ce pourquoi je suis là, de se reproduire, d'avoir des enfants, moi, je mets au monde un enfant qui n'est pas ordinaire, normal, ma confiance en moi, elle a été anéantie. Déjà, pas très elle était déjà pas très présente, mais là, elle m'a anéantie et ça, je l'ai vu après avec du recul. Attention, hein, je l'ai pas vu tout de suite, hein. J'en ai pris conscience après 10 ans de travail et donc du coup, j'ai vécu avec ça de façon très sourde, de façon très inconsciente. Je n'avais pas du tout confiance en moi. Ce pourquoi j'étais sur terre, mon rôle originel de faire un enfant, il était défaillant. J'ai bâti une partie de vie sur, une partie de ma vie, sur un manque de confiance vraiment, très dur, très compliqué, très dévastateur. Pourquoi je dis dévastateur? Parce que, à côté, il y a une vie professionnelle. Quand j'ai repris le travail, justement, quand, ma fille a commencé à être tout doucement pris en charge en CLIS et en hôpital de jour, hem, j'ai pu reprendre le travail
mais avec, toujours cette confiance en moi complètement ébranlée, en fait, de, «Élodie, tu pas capable de produire quelque chose de bien». Et donc du coup, en fait, le problème, mais c'est ce qui m'a forgée, c'est ce qui m'a construite, il y a aucun problème, c'est que, quand vous êtes dans la vie professionnelle et que, vous tombez dans un environnement toxique, pas bienveillant du tout, vous avez ce qu'on appelle, moi j'appelle ça des prédateurs. Clairement, j'appelle ça des prédateurs. Ce sont des managers toxiques, heu, tellement mal dans leur peau, qui viennent en fait se «nourrir» entre guillemets, de la noirceur. Je mets beaucoup de guillemets, hein, ce mot noirceur, mais qui vont venir se nourrir en fait de votre détresse quelque part qui est très sourde, que vous montrez pas, attention. Moi au travail, je montrais pas ma détresse. Mais qui va quand même, vous savez, ces prédateurs-là, ils la voient la faille. Ils les voient, ils voient tout de suite la faille, de la personne vulnérable et sensible et ils vont aller s'y installer tranquillement et ce sont des managers toxiques comme des collaborateurs toxiques et ça, j'en ai croisé, pendant des années. Dans le monde du travail, cette fragilité, certains la repèrent, tout de suite. Et ces personnes, vous savez, qui savent manipuler le doute, amplifier votre culpabilité, jouer un petit peu avec notre loyauté, jouer avec notre sensibilité. C'est des personnes qui ressentent qu'on est épuisé malgré tout. Hem, ils sentent qu'on est épuisé, on est parfois pas à la hauteur et en fait, hem, c'est des personnes qui vont, vraiment c'est une discipline chez eux, c'est une discipline de compétition. C'est vraiment, jouer avec ça. Après, je sais pas, on appelle ça des pervers narcissiques, je sais pas comment, mais en tout cas, je suis pas psy, je peux pas trop, me prononcer, dessus, mais je peux juste vous faire part de mon expérience. C'est que pendant, des années, j'ai, vraiment, été, entourée, d'environnements extrêmement toxiques qui vous poussent vers le bas, en fait, et qui profitent un peu de cette vulnérabilité-là, alors que, heu, on se lève le matin, on déjà avec de la colère. Et on fait tout pour survivre, en fait. Et on fait tout, 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 tellement en fait, moi je faisais tout, 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 pour, comment dirais-je? Déjà ma vie était compliquée, personnellement, je faisais tout justement pour qu'elle soit la meilleure possible au travail, en fait. Et en fait de cette faille-là, on vous fera comprendre que, moi on m'a fait comprendre que je tenais pas la pression. Et en fait, quand vous vivez ça pendant des années, c'est là que moi, à un moment donné, j'ai été anéantie. Vraiment, à un moment donné, heu et en fait, du coup, on va finir par croire que le problème, c'est nous, finalement. En fait, là où il faut être vraiment extrêmement fort, c'est, heu, de prendre du recul et d'ailleurs, pendant ces expériences-là que j'ai eues dans ma vie professionnelle, il y a vraiment eu un moment où j'ai vraiment touché le fond. C'est-à-dire que, en fait, vous avez plusieurs piliers, la vie, le pilier personnel, familial et professionnel. Déjà que le familial était très fragile, justement par rapport à ce qu'on vivait avec notre fille et en plus le pilier professionnel, était extrêmement, extrêmement fragile. Ou c'est simple, hein, 2 piliers qui s'effondrent, vous êtes anéanti. Et en plus, ma vie personnelle, sociale, elle était très amoindrie parce que je pouvais pas avoir une vie sociale, épanouie parce que moi je devais m'occuper, constamment de ma fille. Et donc du coup, il y a vraiment eu un moment où j'ai vraiment touché le fond, où ça a été extrêmement j'ai eu deux moments, dans ma vie où j'ai touché le fond, vraiment. Il y en a eu un où vraiment ça a été très, très compliqué. Je pense pas que je sais pas si je vous en parlerai un jour, mais peut-être. Mais il y en a un où ça a été vraiment extrêmement compliqué. C'était vraiment dans les toutes premières années, bah, la 1re fois où j'ai dû arrêter de travailler et là vraiment j'ai vraiment touché le fond. Ça a été extrêmement compliqué et la deuxième ça a été, bah, là il y a 6-7 ans et j'étais salariée et à force, d'environnement toxique, pas bienveillant. Heu, alors attention, hein, je veux pas me victimiser, vraiment, parce que, c'est-à-dire qu'il y a toujours deux responsables, hein, dans le mal-être d'une personne. Je vais pas accabler mon environnement professionnel, non, parce que j'aurais pu agir. J'aurais dû agir, j'aurais pu agir, j'ai agi, mais tard. Mais en tout cas, je vais pas me victimiser en disant que c'était un monde méchant qui a pas été oui, c'est vrai que c'est pas ça a été un environnement qui a pas été bienveillant, mais en tout cas,
heu, je n'ai pas réagi tout de suite. J'ai réagi beaucoup plus tard. Je me suis affirmée, je suis partie, mais voilà, il y a quand même toujours 2 responsabilités. On est voilà, il y a 2 parties entre guillemets toujours responsables, dans voilà, dans comment dirais-je? Dans mon mal-être, j'avais ma responsabilité, ma part de responsabilité aussi, évidemment. En après, et c'est pour ça en fait que je vous dis qu'à un moment donné j'ai touché le fond, c'est que après la colère justement, heu, vient la tristesse. C'est-à-dire, si vous voulez, à un moment donné, la colère, vous avez tellement plus de force, plus d'énergie. En fait, si vous voulez, la colère, c'est un bouclier. On s'arme de colère. C'est une protection. Je vais m'armer de colère pour ne pas affronter ma tristesse. Parce que si, vous retirez, les couches d'oignon, vous verrez, si vous comment dirais-je? Vous épluchez comme un oignon la colère, vous allez vous rendre compte que, il y a une profonde tristesse, en fait, une profonde détresse. Et c'est justement là, en fait, que, que vous chutez, en fait. Quand vous vous rendez compte de la tristesse, c'est là, quelque part où on touche le fond parce que la colère, elle nous tient en énergie, elle nous tient elle nous tient en bataille, en combat et à un moment donné, quand vous avez plus d'armes et ben, c'est là où voilà, où on touche le fond, où on n'a plus d'énergie, plus de ressources pour se battre avec notre colère et on flanche et on chute et là, c'est la tristesse, en fait et la tristesse, justement, elle va vous indiquer la tristesse, elle vient en fait, la tristesse, c'est quoi? C'est, une émotion qui se manifeste suite à une perte, à un deuil ou à une séparation. Là, clairement, quand j'étais triste, je devais faire le deuil, comment dirais-je? La perte d'un enfant idéal, d'un enfant normal, d'un enfant, la perte de toutes ces, la perte de tous ces rêves qu'on a. Oui, moi, ma fille, elle sera, alors je dis des bêtises, hein, ingénieure, médecin, avocate, elle se mariera, elle aura des enfants et c'est normal, on pense tous ça et moi, j'ai dû faire le deuil de tout ça. Et donc du coup, voilà pourquoi la tristesse m'a envahie aussi, des mois, des années et parfois elle m'envahit encore. Toutes ces émotions-là, le déni, la colère, la tristesse, c'est encore des émotions que je ressens, bien sûr, c'est tout à fait normal et elles vont me suivre, encore tout le long. C'est normal, c'est sain et maintenant le tout est de les accueillir, de les nommer et justement de pouvoir les exprimer et ça me viendra me ça viendra me venir me chercher, de temps en temps. Alors, sans doute moins qu'avant parce qu'aujourd'hui avec beaucoup de travail, j'ai su les gérer, j'ai su les accueillir, j'ai su les nommer et si bien que maintenant j'en ai fait mon travail, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes justement, à mieux gérer leur rôle d'aidant, à mieux gérer leurs émotions, à voilà. Si bien que maintenant j'en ai fait me comme une mission de vie en fait. Hem Et bien sûr, en fait, si on récapitule un peu, il y a eu le déni, la colère, le manque de confiance en soi et la tristesse. Mais oui, mais il y a aussi beaucoup de joie. Alors la joie, elle est venue pour tout vous dire, la joie, elle est pas venue tout de suite, vraiment. J'ai été, j'ai été, moi, les 10 premières années de vie de ma fille, ça a été vraiment beaucoup d'émotions négatives et désagréables, vraiment, vraiment, vraiment. Mais la joie, elle a été là, elle a été présente, même dans ces moments-là et aujourd'hui, je vous dis que, heu, j'ai pas fabriqué un enfant défaillant, pas du tout. En fait, le déni, je l'ai plus, déjà, parce que si vous voulez, à l'époque, il était hors de question qu'on parle d'autisme. Même s'il y avait, un trouble du spectre autistique qui était, comment dirais-je? Associé à elle, il était hors de question que j'associe le mot autisme à ma fille, hors de question et je me rappelle, quand, voilà, on disait: «Oui, votre fille, autiste», je leur disais: «Ma fille n'est pas autiste, elle a le trouble du spectre autistique» et en fait, j'étais même en fait, quand un diagnostic a été posé, j'étais encore dans le déni par rapport à ça. C'est-à-dire que je disais: «Non, Clarisse n'est pas autiste, elle est TSA, en fait» et c'est vrai, hein. Enfin, il parlait du spectre autistique et donc aujourd'hui, je vous le dis avec beaucoup de bienveillance et d'amour.
Ma fille, Clarisse, a bientôt 18 ans et elle est autiste. Il y a aucun problème avec ça, aucun problème avec ça, vraiment. Je suis complètement OK avec ça mais ça a demandé beaucoup, beaucoup de travail, énormément de voilà. Mais tout ça pour dire que j'ai eu des émotions extrêmement compliquées, mais qu'il y a eu de plus en plus, de joie, de, j'ai pas fabriqué un enfant défaillant. Non, pas du tout. Là, je vous le dis, j'ai mis au monde une âme unique, vraiment. Ma fille Clarisse, elle est autiste. Elle a pas une once de méchanceté, pas une once de méchanceté. Un autiste, ça sait pas être méchant, ça sait pas manipuler de façon, méchante, ça sait pas mentir. Alors oui, elle va manipuler pour, peut-être cacher une bêtise ou quoi, mais un autiste n'a pas une once de méchanceté. Clarisse, quand je la regarde, je vois que de l'amour, que de l'empathie, que de la bienveillance, hem, avec toutes les personnes qu'on peut croiser, avec toutes les actualités qu'on entend actuellement, c'est magnifique. Je suis tellement heureuse d'avoir une fille qui est foncièrement gentille, elle est lumineuse, elle sourit tout le temps, elle est merveilleuse. Elle m'a cassée, mais en même temps, elle m'a reconstruite. Elle transmet des valeurs à sa petite sœur, qui sont l'empathie, la bienveillance. Sa petite sœur, elle est arrivée avec sa sœur qui était neuroatypique et en fait, Clarisse a donné des valeurs d'empathie naturelles à sa sœur. Dire que ma fille, aujourd'hui, naturellement, va se diriger, vers des personnes qui sont «vulnérables» entre guillemets, quand elle va voir des personnes qui sont un peu à l'écart ou seules ou en situation de handicap. Elle va tout de suite aller les voir et Clarisse, ma fille, est arrivée au monde et elle a fait également mon combat. C'est-à-dire qu'elle est arrivée et grâce à elle, aujourd'hui, je me suis rendu compte à quel point je pouvais être plus forte, à quel point je pouvais être plus vraie et authentique et grâce à mon bébé, ma fille, elle m'a donné du sens, en fait. Elle m'a donné du sens à ma vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai quitté le salariat. J'ai quitté le salariat à 6 7 ans, et je consacre en fait, ma vie professionnelle, à, accompagner, les aidants, à sensibiliser les entreprises au handicap et aux salariés aidants. Aujourd'hui, mon travail est plein de sens et je remercie, ma fille de ça et je me rappelle, j'avais lu quelque chose il y a quelques mois de ça. En fait, il parlait d'études de recherche en fait, des recherches, enfin des études qui montraient qu'en fait, ils étaient sur un traitement, qui pouvait «soigner» entre guillemets l'autisme et donc du coup, je me suis posé la question: «Élodie, demain si on te présente un traitement qui fait que Clarisse redeviendra une enfant ordinaire, eh ben, je le prendrai pas en fait. Je le prendrai pas. Je le prendrai pas parce que ma fille, elle est pure, en fait. Je veux que je ça serait plus ma fille. Hem, Elle est pure, elle est douce, elle est entière, elle est lumineuse et dans ce monde où la dureté est partout et l'ego est roi, ma fille, c'est un miracle. Voilà. Elle m'apprend à ralentir, à ressentir, à aimer sans condition. Elle transmet à sa sœur l'empathie, la tolérance et la bienveillance. C'est sa force, c'est la mienne et je voudrais rien d'autre. Voilà. Écoutez, je vous laisse, conclure sur, cette, émotion positive. Alors voilà, oui, être aidant, c'est traverser des émotions vraiment très contradictoires, pardon. C'est vivre des tempêtes intérieures, en silence. Être aidant, c'est vivre tout ça. Ce n'est pas un rôle, en fait. Être aidant, c'est un monde où les émotions se croisent, s'entrechoquent, se contredisent, et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de bonne manière de faire, il y a juste la vôtre. Et je suis convaincue qu'elle est déjà magnifique. Je vous dis à très bientôt. Le prochain épisode sera fait dans une continuité de celui-ci, c'est-à-dire comment être résilient par rapport à ce rôle-là. Si vous êtes resté avec moi juste là, je vous remercie de tout mon cœur, infiniment. Et je vous dis à très très bientôt pour un tout nouvel épisode. À bientôt.